Polysécure, épisode technique. Je suis de François et Sébastien. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci de nous avoir à nouveau. Oui, tout à fait. On va commencer avec toi, François. Tu as des petits catch-up un peu à faire par rapport au dernier épisode qu'on a enregistré en décembre dernier. Fait que je te laisse commencer avec ça, puis ensuite on va aller avec le crunchy avec Sébastien. Ouais, c'est ça. Donc, quelques nouveautés depuis la dernière interaction qu'on a eue. On a sorti un nouveau site web. En fait, on a fait une refonte de notre site web pour un petit peu clarifier que il y a Boost Security, l'entreprise qui a un produit, tout ça. Puis, il y a l'équipe de recherche que maintenant on appelle Boost Security Labs. On a notre propre site web dédié où on a tout rapatrié, nos articles, nos outils, toutes sortes de références qu'on a pour nos recherches. Donc, c'est labs.boostsecurity.io. Vous allez retrouver essentiellement les articles qu'on avait auparavant sur le site principal, mais maintenant avec un peu plus de flexibilité pour nous, pour l'équipe de recherche. Puis, il y a un article en fait, que j'ai publié à la fin de 2025 que je pense qui est assez intéressant pour faire un récapitulatif de l'année 2025, puis un peu prédire qu'est-ce qui allait se passer, qui se passe en ce moment essentiellement, que j'invite les gens à regarder. Ça s'appelle Defensive Research Weaponized, 2025 State of Pipeline Security. Cet article-là vraiment discute plus en détail de tout ce qui s'est passé. Et puis, les attaques là, qu'on va discuter dans un instant étaient essentiellement prédits là-dedans. Puis, autre point qui vaut la peine d'être mentionné, c'est qu'on va être encore à NordSec cette année. On va avoir un autre talk et puis ça a déjà été dévoilé par l'équipe de NordSec un peu le sujet de ce talk. On va avoir un nouvel outil qui va vraiment être un peu dans la veine de Poutine. Si vous vous rappelez, Poutine, c'est un outil d'analyse statique qui trouve des vulnérabilités dans les build pipelines, donc CI/CD pipeline. Et l'outil qu'on va annoncer très bientôt dans le prochain mois environ va être, en un mot, le Metasploit pour CI/CD. Donc, imaginez que Poutine trouve les vulnérabilités, mais dans ce cas-là, l'outil qui va s'appeler SmokedMeat va permettre de les exploiter de façon plus ou moins autonome. Là. Ce ne sera pas non plus... c'est comme Metasploit. Donc, il te propose des options, un menu d'options, puis tu peux choisir lesquelles tu veux. Tu es un grand garçon, tu décides ce que tu veux attaquer si tu es autorisé à le faire et tu procèdes avec des pivots aller de plus en plus profond dans l'infrastructure, en fait, dans ce cas-là où tu démarres avec un initial access qui est du côté CI/CD. Puis finalement, dernier petit truc, on a un nouvel outil aussi qui s'appelle Bagel. Poutine, bagel, smoke meat. C'est vraiment dans la bouffe, vraiment plus, bouffe montréalaise complètement. Là. Et donc, Bagel est un outil plus du côté défensif, un peu proactif. À la place de trouver des vulnérabilités, on trouve plutôt des choses qui sont sur vos laptops de développeurs ou de DevOps, de sysadmin ou quoi que ce soit. Et ça roule complètement offline, ça n'exporte aucune donnée à l'extérieur. C'est vraiment juste un outil de posture pour détecter des mauvaises configurations sur votre laptop, puis par exemple des clés SSH qui sont pas encryptées, qui n'y a pas de passphrase dessus. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais cet outil-là va vous permettre de rapidement trouver que, par exemple, dans votre Bash History, il y a comme 3 mois, vous avez mis un curl call avec un token hard-codé dedans. Ben, s'il y avait un malware qui s'exécuterait sur votre laptop, il pourrait facilement exfiltrer tous ces secrets-là. Donc, on parle comme l'équipe de Flare, là, ils parlent de kleptogiciel. Ils aiment bien utiliser ce terme pour parler de info-stealer malware. Ben, c'est ça. Bagel, c'est vraiment l'idée. Qu'est-ce qui se passerait? Ça serait quoi le scénario le pire dans le cas où un kleptogiciel s'exécute sur votre ordinateur qui a plein d'accès, par exemple, à Google Cloud, à AWS et autres? Ben, le pire scénario est assez horrible. Donc, on veut essayer de suivre les bonnes pratiques de gestion des accès et tout ça. Voilà. Donc, la table est mise pour Sébastien et puis procéder avec l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? Juste noter, Bagel peut vraiment vous faire ouvrir les yeux. Moi, ça m'a terrifié. Sur mon propre laptop, j'ai eu
j'ai changé l'entièreté de ma posture, en fait, depuis que j'ai roulé Bagels. Mais bon. Ouais, donc on va parler un peu de l'attaque de HackerBot Claw. Il y a eu une attaque le 27 dernier, là, en février, d'un agent automatique. Donc, on peut penser à un cloud ou quelque chose comme ça, qui a automatiquement attaqué plusieurs projets, des gros projets, et qui a réussi à en exploiter, je crois, 4 ont été confirmés exploités. Donc, c'est ça. Et on peut, donc en analysant un peu toute cette attaque-là, on peut voir que notamment, c'était toutes des vulnérabilités assez simples, des choses qu'on peut trouver avec Poutine, d'autres que absolument on filtre avec Poutine parce que généralement c'est des faux positifs, mais dans ces cas-là, ça ne l'était pas. Un exemple de prompt ejection, ce qui est intéressant quand même, qu'on peut voir des AI attaquer d'autres AI dans des pipelines. On aime 2026. Puis, donc c'est ça. Donc, on a regardé tout ça. Nous autres, on était un peu en retard dans tout ça. On était quelques jours après les premières attaques, après la fin de semaine, dans le fond. Mais d'autres chercheurs, pendant ce temps-là, ont pu faire un peu leur recherche, trouver les principaux problèmes avec ça, avec toute la timeline de cette attaque-là. Donc, nous, on a lu tout ça, puis on s'est concentré évidemment sur Aqua Security Treaty, donc un très gros projet. Il y avait, je pense, 25 000 stars sur GitHub, et je dis bien avait 25 000 stars, parce qu'une des conséquences de l'attaque de HackerBot Claw a été de déliter le repo, ou en tout cas de le rendre privé, ou de le changer. C'est passé des choses, puis on n'est pas trop sûr qu'est-ce qui s'est produit, mais ils ont fait des grosses actions privilégiées avec ce repo-là. Et une des conséquences principales étant que, mettons, le fork network, donc je sais pas si vous savez comment est-ce que GitHub fonctionne au niveau des repositories, mais quand tu fork un repo, ça part dans le fond un fork network, puis tu gardes dans le fond cette instance-là jusqu'à temps que le repo soit délité, en fait. Puis quand ton repo est devenu privé ou délité, ben à ce moment-là, ça change le fork network. Bon, peu importe si c'est des détails, mais qui vont venir en jeu un peu plus tard. Donc, Livy se sont fait attaquer solidement. Et on a regardé un peu la discussion. Donc, ils ont fait une discussion GitHub pour parler de cette attaque-là, puis dire un peu leur incident response. Et ils ont mentionné une PR numéro 10252. Et il mentionne que cette PR-là, qui précède d'environ 5 heures la première attaque de HackerBot, c'était probablement une tentative d'attaque parce qu'elle a été délitée, ce qui est vraiment rare que GitHub délite des PR, à part justement dans des cas d'attaque comme ça. Et le user qui l'a créé a aussi été délité. En fait, le user, personne ne savait même c'était qui, personne ne l'avait mentionné dans les articles qu'on était capable de lire. Donc, bon. Quelque chose que personne parle, c'est le temps d'aller chercher un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a regardé un peu, puis en utilisant un des projets là, qu'on a déjà mentionné, là, Packet Threat Hunter, là, qui est un des projets, je pense qu'on a parlé l'année passée à NordSec, donc où on scanne en temps réel tous les événements que GitHub produit, et on cherche pour des tentatives d'attaque de CI/CD. En regardant ça, on est capable de trouver, donc évidemment, tous les événements. Donc, on est capable de trouver l'événement de la création de cette pull request. Puis, on a vu que c'est un acteur qui se nomme Megagame 10418. Jusqu'à présent, je vais le nommer Megagame parce que c'est un peu horrible comme nom. Donc, c'est ça. Et cet utilisateur-là, bon, on regarde un peu d'où il vient. Il a fait une attaque sur un projet à cette date-là. Est-ce que c'est une nouvelle compte et tout ça? Donc, on part dans la chasse. Là, on sent qu'il y a quelque chose là, donc on va regarder un peu. Donc, en regardant un peu, on a trouvé que c'est un compte qui datait quand même d'il y a 2-3 mois, créé début janvier, si je me souviens bien. Enfin, je timeline. Ouais, c'est ça. 5 janvier. Et en fait, le compte a. En fait, non, le 5 janvier a fait sa première tentative d'attaque. Ce qui est intéressant, je veux dire. En fait, quand je dis première tentative d'attaque, je peux expliquer un peu. Je regardais notre magnifique Threat Hunter dashboard, qui est en fait un Slack channel, où on reçoit nos notifications d'attaques détectées.
Et premièrement, on voyait eux autres de HackerBot qui se sont produits la veille. Puis en cherchant pour MegaGame, qui est bon, nouveau username, ben, on a trouvé qu'on avait détecté une tentative d'attaque justement il y a un mois. Sur un projet qui a l'air d'être un projet test, qui s'appelle Test OAC Repository. Bon. Une tentative d'attaque, si elle n'impacte pas comme des gros projets, généralement, ça va pas faire des personnes. Ces personnes vont être bannies à cause de ça. J'espère, parce que nous autres, quand on fait nos propres tests dans notre coin, ben ça serait vraiment décevant de se faire bannir alors qu'on fait des tests sur nos propres projets. Oui, puis je peux faire une parenthèse. Ça ressemble à quoi? Parce que là, l'attaquant l'a clairement fait et vous le faites pour tester vos choses. Ça ressemble à quoi, ces genres de repos-là qui sont faits pour tester des outils, juste pour qu'on ait une compréhension? Ouais, ben dans le fond, généralement, c'est des projets qui vont avoir comme un README, quelques bash files peut-être. Généralement, c'est surtout des workflows. Généralement, on va avoir plusieurs workflows de GitHub dedans. Puis ça va. C'est ça. En fait, nous-mêmes, on en a un qui sert à tester Poutine, qui s'appelle Messi Poutine. Donc, les gens peuvent trouver une organisation GitHub qui s'appelle justement github.com/Messi Poutine, en un mot. Et là-dedans, il y a un repo qui s'appelle Gravy Overflow. Donc, Gravy, là. Puis, vous êtes vraiment dans le thème, vous êtes vraiment il y a toute une thématique de fries, cheddar, gravy et tout ça là-dedans. Puis, c'est vraiment un CTF. C'est un CTF, Capture the Flag. L'objectif, c'est de trouver des flags. C'est évident qu'il y a des flags. Donc, on comprend le challenge, on comprend l'objectif du challenge dans ce cas-là. Puis, on veut avoir l'exécution arbitraire pour aller trouver le fameux truc. On n'est pas les seuls à avoir publié ce genre de CTF-là autour de CI/CD. Et New Relic en avait un. Ouais, donc c'est ça. Puis en fait, New Relic, comme tu as mentionné, en fait, le test repo, il venait initialement d'une compagnie qui s'appelle New Relic, une grosse organisation, que moi je ne connais pas, mais une grosse organisation avec un projet qui a l'air d'être sensiblement vulnérable. Et voilà, et cet attaquant-là a fait une tentative sur ce projet-là il y a un mois et quelques. Donc, mais c'est une grosse organisation, New Relic. Un peu étrange qu'une grosse organisation qui serait faite attaquer, ou en tout cas, comme je dis, c'est pour un test, donc peut-être que pour eux, c'était correct de se faire tester ça. Mais c'est un peu étrange, justement, qu'ils ne se soient pas fait bannir. Donc, en regardant un peu plus loin, on a trouvé, en fait, 3 utilisateurs qui ont fait toutes des choses cette journée-là. Et sur ce repo-là, ils ont tous été bans, à part un, qui, lui, était lié avec un autre utilisateur, tout comme du monde, quand on regarde sur leur GitHub, ça a l'air des vrais comme gens. C'est pas des throwaway account, one-time use, whatever. Probablement que, bon, là, c'est de la spéculation rendue là. Probablement que c'est des gens qui avaient fait comme un security training ensemble, ou quelque chose comme ça, autour de la compagnie New Relic. Bon. Mais un de ces utilisateurs-là a fait cette attaque-là. Donc je reviens un peu plus sur qu'est-ce qui s'est produit actually, là. Donc, donc, on a donc trouvé que c'est l'utilisateur MegaGame qui a fait cette PR-là malicieuse sur Aqua Security Trevi. En regardant un peu plus en détail, on voulait essayer de trouver comment il l'a exploité. C'est peut-être trouver plus d'informations sur lui. Un des problèmes qu'on a rencontré, c'est le fait que le repo a été délité ou rendu privé. Dans tous les cas, le repo actuel, le Trevi, n'est pas le même que lui qu'on avait à ce moment-là. Et ça cause problème pour faire du forensic. Nous autres, une des choses qu'on voudrait faire, c'est de cloner le repo, puis aller chercher la version du commit qui a été faite lorsqu'il a exploité. Puis comme ça, on peut, en tant que tel, avoir le payload que lui a utilisé. Sauf que quand tu deletes un repo, à ce moment-là, nous autres, on peut plus juste comme cloner le repo, puis ensuite fetch comme ce show-là, parce que ce show-là n'existe plus, naturellement.
Donc, c'est un peu dommage. Sauf qu'un comportement intéressant des fork network dans GitHub, c'est que quand tu délites le node, le root, c'est lui qui est le vrai et original, il va juste le transférer à ce que, puis là, encore une fois, pas 100% sûr, mais ça a l'air d'être le premier fork qui a été créé de ce projet-là. Donc, le plus vieux qui existe encore. Donc, il y a un repo qui est créé, admettons, il y a 5 ans, au 1er janvier 2015. 2 jours plus tard, quelqu'un le fork. Peut-être qu'il delete son fork. Puis 5 jours plus tard, il y a quelqu'un d'autre qui delete qui fork ça. Et puis, en date d'aujourd'hui, il existe encore. Donc, le premier fork n'existe plus, mais le deuxième fork existe encore et est le plus vieux en date d'aujourd'hui. Donc, au moment où la racine est supprimée, lui est réélu comme le grand-papa, le plus vieux, le patriarche des forks, et soudainement hérite du fork network comme la racine de l'arbre. Donc, l'idée de GitHub, c'est que c'est une question d'économie d'échelle, là, parce que imaginez si à chaque fois que vous forkez, puis il y a, mettons, 100 000 forks, ils vont pas copier, évidemment, le contenu. C'est juste qu'ils ont une database partagée qui est attachée à une racine qui dit tant que la racine existe, tous les trucs, les objets dans notre CDN vont être associés à ça. Puis, le seul moment où ça va être purgé, garbage collected, c'est si 100% du fork network n'existe plus. Donc, à partir du moment où il en reste encore one repo standing, l'entièreté des commits qui ont été faits sur l'entièreté du fork network sont conservés. Il y a peut-être certaines conditions de garbage collection, mais généralement, le fait de supprimer un repo ne veut pas dire que les commits ne sont plus accessibles. Voilà. Donc, on allait chercher un repo qui était dans l'ancien fork network. Puis, en fait, on allait chercher l'original, en fait, lui qui est devenu la racine, qui est le repo de Fossabot /Trivi. Un repo avec une star, mais 3000 forks. Parce que, of course, toutes les forks de Trivi sont rendues à lui. Donc, c'est relativement comique. Donc voilà, on a repris ce projet-là. On a été capable de récupérer le payload de Mega Game qui a été délité, mais encore présent dans l'arbre de Git. Généralement, GitHub fait justement un garbage collect régulier là, sur leur repo. Je me souviens, c'est comme 3 semaines ou quelque chose comme ça. Mais dans notre cas, on était correct, donc on avait encore accès à cette version-là. Donc, encore une fois, on a utilisé Threat Hunter pour aller chercher l'exact chat qui a été pushé dans le fond pour le workflow. Très utile, Threat Hunter, pour faire du forensic comme ça. Là. Bref, on a trouvé que c'était ce qu'on appelle un local GitHub action exploit. Donc, c'est des scénarios où que dans un workflow, tu vas check out le code de l'attaquant. Après, tu vas exécuter le code de l'attaquant, simplement. Donc, généralement, ils font ça quand tu fais genre des tests ou des trucs de même. Tu veux tester que la PR fonctionne, tout simplement. Ça, c'est un scénario de untrusted checkout exec qu'on appelle. Mais tu as une variante de ça qui est intéressante, c'est quand le monde check out le code de l'attaquant, puis ensuite, dans GitHub, tu peux faire une local GitHub action, faire users 2 points, puis là, tu mets un path local. Puis après, ça va utiliser une action que toi, tu as définie, puis tu peux la réutiliser comme ça. C'est assez pratique. Généralement, ça devrait être utilisé sur ton projet, pas sur la version de l'attaquant, parce que si c'est du code, ça s'exécute, donc c'est bon, c'est à cadre. Donc simplement, l'attaquant peut changer l'action par sa propre action, puis là, on était capable de récupérer justement le payload de ça. Puis, similairement aux attaques de HackerBot Claw, puis pour être franc, à peu près toutes ce genre d'attaque-là dans les CI/CD, généralement, la façon qu'on exploite les trucs le plus facilement, c'est en faisant un curl pipe bash. Donc, en cherchant une ressource sur Internet quelconque, puis en l'exécutant. C'est généralement le plus facile. Ce qui, en termes de forensic, est un peu dérangeant parce que
tu vois l'URL, mais si l'URL n'existe plus, ben, tu n'as plus accès au payload original, puis c'est un peu frustrant. Donc c'est ça. Puis on a pu regarder, dans le fond, c'est exactement ce que fait Curl Pipe Bash avec un GIST. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier, mais les GIST dans GitHub, c'est comme une fonctionnalité qui permet de créer des petits text files qui sont partagés comme avec en fait, que tu peux accéder avec un URL. Comme Pastebin un petit peu. Wow. Même chose. Puis, tu as des variantes secrètes puis des variantes publiques. Les variantes publiques sont publiques, n'importe qui peut accéder, puis il y a un événement qui va être créé publiquement, puis tout ça. Donc, c'est pratique. D'ailleurs, nous, parmi notre projet de Threat Hunter, on a aussi tout ça. Mais un GIST privé ne veut pas dire un GIST authentifié. Exactement. Donc, c'est pas parce que les GIST sont mis privés, en fait, ils disent secret, c'est juste qu'ils sont pas publiés comme un événement, mais tout le monde peut y accéder pareil. Donc, c'est un peu même pour ça qu'ils utilisent les GIST dans ce cas-là, parce que tu sais, t'es dans un workflow, tu peux pas t'authentifier, dans le fond, tu vas utiliser un curl vers une adresse privée, donc que personne connaît en théorie, puis il accède à son payload comme ça. Ben, on va aller chercher ce payload-là avec le GIST, mais l'utilisateur Megagame a été délité, ce qui fait qu'on ne peut pas accéder à son truc parce que tout a été délité. Sauf que un truc qui est intéressant avec les GIST, c'est que c'est pas juste comme un fichier. C'est un projet Git au complet. Un peu comme les wikis, c'est des projets Git. Tout ça, c'est juste des projets Git masqués derrière une façade. Ça fait que tu peux git clone un GIST. Puis en git clone, tu peux avoir plus d'informations. Sauf que s'il n'existe plus, il n'existe plus. Hein. Sauf que la façon que tu peux aller chercher le clone n'est pas par l'utilisateur. Tu fais pas comme git clone cet utilisateur-là, ce GIST-là, comme ce que tu ferais pour comme curl out. Donc, tu fais git clone avec l'ID en tant que tel du GIST, qui est un identifiant unique, qui est elle que tu utilises pour prendre la valeur de toute façon. Donc, celle-là, on y a accès. Donc, on était capable de git clone. Puis d'ailleurs, on a trouvé un petit fun fact là-dessus, un peu un comportement étrange de GitHub. Tu peux cloner ces projets-là, même s'ils ont été délités, mais seulement si tu es authentifié. Donc, on va être clair, donc, si tu as un GIST qui est privé, tu peux le cloner directement par HTTPS, pas de problème. Si tu as un GIST qui a été délité, tu peux le cloner, sauf que ça va te demander de l'authentification. Tu n'as pas besoin de la personne qui l'avait à la base. Tu as juste besoin d'être authentifié dans GitHub. C'est comme si, enfin, mon interprétation de pourquoi c'est comme ça, je pense que c'est une question d'autorisation au niveau genre du CDN de GitHub ou quoi. Parce que c'est comme si l'objet privé, tu peux y accéder juste par la connaissance du secret, comme le hash, on peut dire. C'est suffisant comme pour t'authentifier. Mais je pense que parce que les GIST sont propagés dans le CDN par défaut, mais je ne mets pas ma main au feu, là, mais j'ai l'impression que dans ce cas-là, quand ils sont désactivés, ils sont comme juste marqués comme plus visibles du point de vue du CDN. Mais une fois qu'on est authentifié, même si on n'est pas la personne qui l'a créé, il est encore accessible. Est-ce qu'elle est accessible de façon pour tout le temps ou c'est juste pendant quelques jours, quelques semaines, jusqu'à temps qu'il y ait du garbage collection? Je ne sais pas, on n'a pas vraiment testé. On est capable de confirmer que donc on a essayé de faire la même chose on a fait la même chose pour le payload original de Megagame. Comme j'ai mentionné plus tôt, on avait vu une tentative d'attaque une tentative de test sur un repo 1 mois avant. Puis celui-là, on était capable de l'avoir aussi. Donc peut-être en effet qu'il les délite éventuellement, mais est-ce que ça a l'air pas dans le bois? Ce qui me donne quand même de la marge pour du forensic, c'est super pratique en tout cas. Maintenant, pour ta vie privée, si tu publies un GIST privé ou pas, déliter, c'est visiblement pas suffisant.
Donc bref, on récupère le payload original. Justement, il n'y a pas rien de particulièrement intéressant dedans. C'est quelque chose, là, mais c'est un meme dump assez classique. Donc, on peut regarder. En fait, il y a un projet qui se nomme Nikita Spoon, qui fait des super beaux. C'est pas des articles. Là. Alors, il fait de la bonne documentation pour des éléments intéressants de GitHub CI/CD. Puis il y avait un script pour domper la mémoire du processus de GitHub. Ça nous permet de chercher tous les secrets qui sont en mémoire. Mais nous autres, on l'utilise. Il y a plein d'autres projets qui l'utilisent. Je pense que l'original n'existe plus, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, il exécute ça, puis ensuite, il l'envoie à Webhooks site là, pour récupérer son payload. Donc, on a regardé un peu Webhooks site, justement. Moi, je connaissais plus ou moins. Mais nous, on a été capable de façon générale à récupérer en fait l'événement exact. En fait, j'ai un petit peu de crédit sur un de nos collègues, Julien, là-dessus, qui a trouvé ces événements-là. Puis il était capable, en fait, de dire, en utilisant l'API de ce webhook-là, qui n'a pas encore été délité, que le dernier événement qui avait apparu dessus apparaît, c'est à minuit 27, ce qui tombait quand on cherchait comme avec tous les événements et tout ça, que l'événement qui doit avoir activé le workflow en tant que tel dans Trivy a été fait 9 minutes avant. Donc, 9 minutes étant le temps que ça prendrait pour que le workflow commence, exécute le payload, envoie le résultat, puis potentiellement que lui-même a fait d'autres choses après dessus. Mais ça donne une belle timeline en tout ça. Donc, on est capable d'avoir cette chaîne d'exploitation complète. Et voilà. Donc, c'est un peu l'attaque de Mega Game qui s'est passée un peu under the radar. Donc, c'est ça. On a pu aussi... on a pu aussi exécuter Poutine, donc on a déjà parlé de Poutine aujourd'hui, là, mais c'est quand même un de nos projets intéressants. Dans un des trucs qu'on a aussi parlé d'ailleurs à NordSec, on scanne, pas l'entièreté, mais l'entièreté des gros projets sur GitHub, on les scanne avec Poutine, puis périodiquement. Et ça tombe que, en fait, on a scanné avec Poutine le projet original de Neuralink avant, parce que je n'ai pas mentionné, je pense, là, mais le repo qu'il y avait eu une tentative d'attaque ou une sorte de formation peut-être, lui a été délité depuis. Donc, on n'avait plus accès, mais ça tombe que nous autres, on l'avait scanné, parce qu'on scanne, ça tombe que Neuralink, c'est une des organisations qu'on scanne. Et on a donc l'entièreté des workflows vulnérables, puis on avait trouvé les vulnérabilités du workflow. Puis là, je pense que je le précise, mais je pense qu'on les avait trouvés un mois avant la première attaque. Donc, plutôt intéressant. Encore une fois, en ce moment, on trouve des tentatives d'attaque, des workflows vulnérables des mois avant, finalement, les exploitations, ou même un autre petit fun fact, là, les attaques qu'on a détectées avec Threat Hunter, les notifications qu'on a eues dans le Slack se produisaient donc avant l'exploitation sur Trivy. On l'a détecté puis on a reçu la notification donc pendant qu'il était en train de stage ses payloads dans son propre projet. Ce qui est quand même des trucs intéressants. Là. On commence à avoir des choses, je pense, pas trop pire à ce niveau-là. On a vu quand même certains cas où on était en retard. C'est-à-dire qu'il y a des cas où on a été un peu choqué par la rapidité des attaquants à le détecter avant même que notre infra qui scanne à grande échelle régulièrement. Est-ce que c'est juste un concours de circonstances, un hasard que l'attaquant s'adonnait à regarder à cet endroit-là? Puis il l'a vu de façon soit automatique. Il y a des cas où on a vu carrément qu'ils utilisaient Poutine. Ça, on a confirmé hors de tout doute que certains des attaquants utilisaient nos propres outils. Mais dans d'autres cas, ça donne juste que quelqu'un tombe sur quelque chose qui est clairement vulnérable, que c'est
facile de le voir si on audite à la main. Et dans d'autres cas, par contre, il y a des choses qu'on a détectées il y a longtemps, mais qu'on n'a juste tout simplement pas le temps de rapporter à tous les projets de l'univers, toutes les vulnérabilités qu'on trouve. Il n'y en a juste pas assez de temps, pas assez de ressources pour le faire, mais malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent que les attaquants finissent par les utiliser avant qu'on ait pris le temps de le rapporter. Je pense que il y a peut-être une question qu'il y a aussi de plus en plus d'attaques de CI/CD depuis un an quelques. Là. C'est vraiment exponentiel en ce moment. Là. C'est un vecteur d'attaque qui a l'air d'être de plus en plus connu. Puis le monde a réalisé que, oui, dans tes CI/CD, tu as accès à tes Google Cloud, à plein de ressources autres. Puis des fois, les gens, ils prennent pas la peine. En tout cas, ils ont mal scopé leurs privilèges. Puis ça fait que des petits workflows comme ceux-là sur Trivy qui devaient avoir, je pense que c'était une affaire de commentaires, ils ne devaient pas avoir grande permission là-dessus. Finalement, étaient capables de rendre il y a probablement des droits administrateurs en fait sur le projet s'ils peuvent les rendre privés ou le déliter. Donc, non, c'est ça. Clairement, il y a une augmentation de toutes ces attaques-là. Puis là, c'est sûr que c'est intéressant de le voir, ces attaques-là, avec comme des AI agents qui les exploitent comme en live. Ça ne sent pas bon pour le futur, mettons. Mais c'est ce qu'on voit, c'est que les outils d'analyse statique, comme on a fait, ça fait déjà bientôt 2 ans qu'on a sorti Poutine. Puis Poutine, on l'a écrit vraiment dans un optique d'éducation, de dire aux gens, hey, faites attention, c'est quelque chose que vous devriez essayer de rouler, patcher avant que ce soit trop tard. Mais là, malheureusement, plus le temps avance, plus les attaquants ont compris notre message. Puis. C'est pas les bonnes personnes qui ont compris le message au bon moment. Là, c'est exact. Ça, c'est un peu poche. Hein? Et Poutine a été écrit vraiment dans une optique d'être, comme on dit, le signal ratio bruit, là, le signal to noise ratio a été aligné vers le côté, on va avoir moins de faux positifs. Puis si on vous avise qu'il y a un problème, c'est parce qu'on est vraiment confiant qu'il y a quelque chose qui a un impact. Alors qu'il y a d'autres cas où l'impact est moindre, mais pas nul. Mais si on le combine avec d'autres choses, au final, il y a un impact intéressant. Donc, des outils comme Poutine, malheureusement, pourraient peut-être ignorer des choses qui sont valables pour un attaquant. Puis maintenant, avec les outils de AI, ça fait que, justement, d'additionner un petit problème plus un petit problème plus un autre petit problème, c'est un gros problème. Et c'est l'avantage que les attaquants ont maintenant. Dans le cas spécifique que vous avez vu, parce que là, on n'en a pas parlé ouvertement, mais comment vous avez vu l'usage du AI dans ce qui a été fait? Parce que là, vous avez décortiqué l'attaque. Et c'est quoi les points? Parce que là, vous avez quand même une impression d'eux. Quel est votre feeling sur où c'est apparu et comment ça l'a permis ce que vous avez pu analyser? Ouais, je peux donner un peu plus de temps sur l'attaque HackerBot Claw, l'attaque initiale. En fait, c'est pas vrai. Pas l'attaque initiale, justement. L'attaque s'est produite après l'attaque de Mega Game. C'est une attaque qui a été 100% faite par un agent. Puis ça, on vient de le voir parce que le profil qui avait été récupéré de ce compte-là, ils se disent comme étant un chercheur en sécurité automatique, agentique. Et on peut voir dans les messages qui est écrit que c'est clairement de l'AI, là, mais c'est un agent automatisé qui probablement utilise des outils comme Poutine et comme d'autres outils qui existent dans ce genre-là pour scanner les vulnérabilités à relativement grande échelle ou seulement sur les gros projets, puis ensuite automatiquement prendre action puis essayer d'exploiter ces vulnérabilités-là.
Évidemment, un chercheur en sécurité n'attaquerait pas directement les plateformes. Non? On a des méthodes pour les tester. Puis une des plus faciles, si jamais vous avez envie de tester des vulnérabilités dans le Wild, ben, vous pouvez faire un fork du projet, faire un deuxième fork du projet avec un autre compte, puis après vous pouvez tester vos vulnérabilités vous-même, ou même encore mieux, vous pouvez copier le projet dans une autre organisation qui n'a rien à voir avec le truc original. Puis comme ça, au moins, vous n'avez aucune chance d'impacter le vrai projet. Évidemment, certaines configurations pourraient faire que votre vulnérabilité, vous pensez que vous avez trouvé une vulnérabilité, puis que finalement, dans le scénario précis de ce projet-là, ce n'est pas une vulnérabilité, mais au moins tu ne l'as pas attaqué. Je veux dire, je pense que ça me semble la base. Mais donc, cette attaque-là au complet a été vraiment... je veux dire, ça aurait pu être quelqu'un qui dit à un AI, hey, attaque-moi tel truc, je te donne mon path GitHub et du fun. Ça aurait vraiment pu être ça, là. Voilà. L'attaque de Mega Game, ça n'a pas l'air de ça, par exemple. C'est une attaque beaucoup plus ciblée. Il a ouvert en termes de timeline, là, il a forké le repo. 30 minutes après, il a ouvert une PR. Puis 1 minute après, il avait fermé la PR avec le PR, les changements, le payload pushed. Puis ça a été tout. Son impact, ça a été ouvrir une PR pendant 1 minute de temps, puis c'est tout. Là. Donc ça, c'est une attaque beaucoup plus targetée. Donc, encore une fois, nous autres, c'est une théorie, là, c'est pas rien de prouvé, parce qu'on ne sait pas que c'est le Mega Game, c'est le même acteur que Open Hackerbot Cloud. On ne sait pas si c'est la même personne en tant que telle. Il y aurait des évidences selon la discussion de le forensic que Trivi a fait que ce serait le même acteur. Sinon, c'est juste 2 personnes qui ont attaqué le même projet dans un délai de 5 heures. Ce qui est pas impossible, mais ça a quand même l'air d'être quelqu'un qui a testé une vulnérabilité, qui a été capable de l'avoir, puis qui a ensuite dit à un AI, hey, t'es capable de faire genre cette attaque-là, genre voici comment faire cette attaque, genre un exemple d'attaque, va dans le monde et trouve-moi d'autres choses comme ça. Ça a vraiment l'air d'être ça. J'aime bien le va dans le monde et trouve d'autres choses comme ça, c'est vraiment... Allez, vas-y, amuse-toi. C'est pour ça, c'est un peu pour ça qu'on est en train de développer cet outil, le Smoked Meat, parce qu'on veut donner l'avantage aux défenseurs, dans ce cas-là, qu'ils aient dans une optique de red teaming, de dire, OK, c'est pas suffisant de juste scanner, patcher, il faut souvent convaincre son patron qu'il faut le patcher maintenant et non pas dans une couple de mois. Parce que maintenant, souvent, ça peut être trop tard d'attendre une couple de mois. Hein? Surtout dans des cas de repo public. N'importe qui et n'importe quel AI peut le détecter dans la prochaine heure et l'exploiter. Donc, c'est sûr que la surface d'attaque, elle est complètement visible et complètement auditable par n'importe qui. J'ajouterais que, un truc qui est intéressant avec l'attaque de l'AI, bon, premièrement, c'est pas des vulnérabilités très complexes, là. À part peut-être le prompt injection, c'est quand même drôle, là. Vraiment, un AI qui attaque en prompt injection un autre AI, c'est quand même hilarant. Alors, c'est bon. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez aborder ou on a vraiment fait le tour de l'ensemble du sujet? Non, je pense que pour ce sujet-là, on a pas mal couvert ce qu'on connaît en date d'aujourd'hui. De ce que j'en comprends, est-ce que j'ai pas tellement suivi s'il y avait eu une suite à ça dans les derniers 2-3 derniers jours, là. Mais je suis au courant de d'autres choses qui sont passées en parallèle de ça. En fait, deux attaques que je peux pas en parler publiquement encore, qui ne sont pas des attaques automatisées, qui n'ont pas d'évidence d'avoir de AI d'impliquer. Par contre, ça reste dans le même domaine d'exploitation de build pipeline ou autre, mais dans ce cas-là, peut-être où il y a des insider threats de grandes entreprises. Donc,
pas juste sur des projets open source. Là, on parle vraiment de vouloir pivoter profondément dans l'entreprise et puis le point d'entrée n'est pas nécessairement un projet open source. Il y a des choses qui sont en cours d'incident response en ce moment. Je pense que l'étape après, c'est qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se protéger contre ça. Donc, évidemment, rouler des outils de détection comme Poutine ou autre. Là, Poutine, on a beaucoup mentionné, là, mais c'est quand même bien comme projet. Là. Ça marche bien. Pas du tout biaisé ici. Mais si c'est autre que scanner des projets de façon statique, ben il y a des questions de défense en profondeur. C'est avoir tes secrets correctement scope à seulement qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Il y a des exemples quand même intéressants. Parmi les multiples attaques qui ont été faites, je pense que, je me souviens bien, ils ont tenté d'attaquer 8 projets. Mais parmi ceux-là, il y en a qui, c'est donc des cas de prompt injection. Il y en avait un qui a été un succès, mais il y en a eu 2 autres que donc c'était un prompt injection sur Cloud, puis il y a des façons de comme dire quel tool que Cloud a accès. Donc ça, c'est un autre exemple de défense en profondeur, puis ça fait que même s'il avait exécuté, ben, il n'aurait pas pu faire rien d'intéressant. Ensuite, ça tombe que Cloud, dans ces 2 occasions-là, avait complètement a détecté le prompt injection, ce qui est bon, c'est un problème qui se règle un peu par lui-même, malgré que c'est pas très déterministique, hein, donc on sait jamais quand ça va fonctionner, cette histoire-là. Mais je pense que vraiment, c'est appliquer des situations de défense en profondeur, puis de ne pas oublier que des projets publics, ben, si c'est public, c'est que c'est ouvert au monde entier. Oui, à télécharger, mais aussi à attaquer. Puis je pense que juste se rappeler de ça aide beaucoup. C'est bon. Voilà. Ben, messieurs, je vous remercie. C'est très chouette encore de vous entendre de parler de ces recherches-là. Puis clairement, on va se voir au Nordtech, puis peut-être avec d'autres affaires crunchy à ce moment-là que vous allez pouvoir partager davantage. Sans aucun doute. Merci. Un plaisir. Au revoir. Merci.